Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode du Conseil du mercredi. Nous recevons pour votre plaisir un homme de scène, de mots et de vision. Un homme qui maîtrise les rouages du secteur artistique et ses opportunités. Auteur, comédien et expert en industrie culturelle et créative, il a été distingué en 2014 par le prestigieux prix Plume Dorée pour son livre Ses petites tâches de vie, une œuvre qui explore avec sensibilité les relations humaines et les défis de notre société. Par ses écrits et créations scéniques, il continue toujours d'inspirer. Nous l'avons notamment vu porter sur scène la pièce Serenity Off, présentée en 2025 dans le cadre de la nuit artistique culturelle de Cotonou, où il a une fois de plus prouvé la grandeur de son expérience. Et c'est justement un peu de cette expérience qu'il vient nous partager aujourd'hui. C'est donc un immense plaisir de recevoir Monsieur Serge Daoui. Alors, je suis Serge Daoui et je suis acteur culturel, entrepreneur et récemment business coach ICC. Et en termes de parcours, j'ai la plupart du temps un peu du mal à parler de moi, mais je dirais juste qu'à l'origine, je suis comédien de théâtre, d'abord au niveau scolaire, comme tout le monde, depuis les années 95. Après, au niveau du lycée Koulibaly, où j'ai étudié la menuiserie. Beaucoup de personnes ne savent pas. Et c'est là que j'ai fait mes armes véritables en termes de théâtre, où on a eu à côtoyer le FITEB dans le temps. Et c'était à notre époque qu'on avait créé avec les frères Tchaou et d'autres personnes, qu'on avait créé le collectif AZE FITEB, qui était l'association des scolaires et étudiants pour l'essor du FITEB. Et puis, on a commencé par faire notre petit bonhomme de chemin. Après, je suis rentré dans la vie professionnelle. J'ai fait la compagnie de théâtre tout terrain, la CTTT, de 2003 à 2009. Après, j'ai fait le théâtre Wassangari. Après, également, je ne sais pas, j'ai fait un peu de compagnie en tant que mercenaire. Quand on dit mercenaire dans notre jargon, c'est que quand une compagnie a besoin de ton expertise, on t'appelle. Et puis, c'est là que j'ai créé ma propre association culturelle qui s'appelle Atelier Wadaï et en 2009 et qui a été formalisée en 2014 et qui fait son petit bonhomme de chemin. Et dans ce parcours-là, j'ai rencontré le cinéma. Enfin, cela tombe sous le sens, hein, quand tu fais du théâtre, la plupart du temps, c'est beaucoup plus avantageux pour toi de faire du cinéma. Donc, j'ai également mis les pieds dans le cinéma depuis les années 2003. Et jusque-là, j'ai quand même tourné un petit nombre de films. Je n'ai pas eu encore la chance de tourner de grands rôles, mais j'ai eu quand même de petits rôles sur des grands films qui sont passés sur A+, et sur d'autres chaînes internationales que nationales. Les industries culturelles et créatives, communément appelées ICC, c'est un concept qui est venu de l'Occident et comme on a l'habitude de le dire dans notre jargon, ceux qui la plupart du temps nous positionnent, mettent de l'argent à disposition de la culture, ont considéré, ont estimé que la culture était un secteur viable dans lequel on pouvait créer une certaine économie pour alimenter et les acteurs culturels et les différentes nations qui participent au développement de cette culture-là. Et donc, de plus en plus, les ICC se sont imposés à nous dans le secteur culturel. Et c'est pas vraiment très agréable pour l'acteur culturel lambda que nous sommes, surtout ici en Afrique, où on n'a pas beaucoup d'accompagnement comme ça se doit, de vouloir changer de modèle économique en termes de subventions et de subsides pour venir maintenant en termes d'investissement et de rentabilité de nos activités culturelles. Et là, ça a commencé beaucoup plus à s'imposer parce que dans la plupart des appels à projets, il est question de rentabiliser, de rendre durable nos différents projets culturels. Donc, le concept ICC a commencé par entrer dans nos habitudes. Et c'est là, en tant que coach, d'abord, business coach simple pour les activités entrepreneuriales traditionnelles, je me suis décidé de me spécialiser en ICC également, ce que j'ai fait à la faveur de la formation qu'a donnée la DAC
par le truchement de l'agence Ovation. C'est une agence belge et qui nous a formés sur une durée d'1 an, qui a été soldée par une attestation, un certificat et tout. Donc, désormais, je suis à la fois acteur culturel, mais aussi entrepreneur culturel, parce que outillé pour donner maintenant des bagages, pour structurer des projets, pour répondre aux exigences du concept ICC. Les ICC, comme je l'ai dit tout à l'heure, se sont imposés à nous. Et on se rend compte qu'il y a quand même une grande partie des acteurs culturels qui sont encore réticents, qui ne veulent pas aller à la recherche de l'information pour mieux comprendre ce que c'est que les ICC. Parce que, à la base, la culture, la transmission, ce n'était pas forcément monnayable. C'est un peu comme l'éducation. Parce que dans notre, si on prend du point de vue sociologique, en Afrique, transmettre des valeurs culturelles n'était pas forcément monnayable. Mais les institutions ont estimé qu'on pouvait forcément trouver des activités autour de cette transmission de la culture-là, quitte à nourrir l'acteur culturel, le praticien de la culture, mais aussi à participer à l'économie, à participer au PIB de chaque nation qui reçoit l'exécution d'un projet. Du coup, en tant qu'acteur culturel lambda qui évolue déjà sur les subventions, les appels à projets et tout, on a commencé à réfléchir autrement, à regarder le secteur culturel dans sa globalité. Et désormais, on ne fait plus des projets à fond perdu, complètement les yeux fermés. On ne s'attache plus seulement à notre passion, mais on réfléchit à 3 valeurs fondamentales: la viabilité, la durabilité et la rentabilité. Ce n'est pas forcément facile. Parce que quoi? Nous, en tant que créateurs, en tant que créatifs, on est attaché à notre passion et on a du mal à s'en détacher. On se dit, quand je prends les arts vivants, même si je fais un spectacle de théâtre et que 5 personnes viennent, le plaisir de jouer devant des gens, le plaisir de restituer, de rendre ce que j'ai fait à la répétition pendant des mois, c'est cette satisfaction morale que moi, je retiens. Le plasticien, quand il fait son tableau, quand il fait ses œuvres, quand il fait ses récupérations, il fait son installation et tout, il ne se soucie pas premièrement de vendre, mais il a envie de montrer au public l'œuvre qu'il a achevée, le travail de son génie créateur. Du coup, l'obliger à rentabiliser, à penser d'abord la rentabilité avant même de commencer le projet, ça crée des freins. C'est humain. Et ce n'est que petit à petit que nous allons commencer par nous aligner là-dessus. Je ne dis pas qu'on va complètement mettre de côté l'aspect subvention, parce que c'est pas possible qu'on vive uniquement de subventions, mais c'est pas possible aussi qu'on attende que des investisseurs viennent investir dans notre projet afin de le rentabiliser, sinon les lignes ne vont pas bouger. Donc, ce que moi je conseille dans ce sens-là, et qui a beaucoup changé, moi, ma manière de penser, c'est de fonctionner en mode hybride. Toujours se positionner sur des appels à subvention, mais également chercher à s'outiller pour répondre également aux exigences du concept ICC, quitte à faire des activités pérennes qui vont durer dans le temps et qui ne vont pas nous faire des dettes. Parce que la plupart du temps, on vend des parcelles, on vend des meubles mobiliers, immobiliers, pour pouvoir faire un festival, par exemple. Juste pour rester dans le temps, pour montrer qu'on le fait. On est à la 10e édition, on est à la 20e édition. Mais derrière, c'est des dettes. C'est des coups de fil. Est-ce que toi, tu peux me donner 10 000 francs? Est-ce que tu peux me faire ceci? Il faut qu'on change un peu le mindset. C'est pas facile. Je suis en train de faire la fine bouche un tout petit peu. Mais je continue de faire des appels à projets pour avoir des subventions, bien qu'étant coach ICC. Parce que le modèle économique doit s'installer, mais progressivement. Alors, c'est d'abord la différenciation des thèmes financement et investissement qui est la plus importante. Dans les ICC, il n'y a pas de financement. Ou il y a de financement, mais entendu sous forme d'investissement. Et quand on parle d'investissement, c'est que la personne qui investit attend dans un moyen terme ou dans un long terme de recouvrer ce qu'il a investi
plus un intérêt qu'on aurait défini depuis le début. Et c'est là toute la différence par rapport aux subsides que nous appelons les subventions dans les appels à projets. Donc, quand dans les appels à projets standards, une institution nous octroie un financement à fond perdu, le caractère à fond perdu, c'est-à-dire on n'a pas obligation de rembourser. Et que nous sommes déjà habitués à ce mode de travail, et qu'on vient maintenant dans les ICC où on parle maintenant d'abord de convaincre l'investisseur par la rentabilité de notre projet et par sa durabilité, et maintenant d'être en mesure de rendre viable notre projet, quitte à rembourser cet investisseur-là plus des intérêts. Et c'est là toute la base, c'est là toute la différence entre les différentes subventions et les investissements dans le domaine des ICC. Alors, pour ma part, ce n'est pas qu'une question de jeunesse artistique, mais beaucoup plus globale de tout ce qui est praticien artistique. Dans quelle mesure? On s'est rendu compte que ce sont les grandes institutions qui injectent beaucoup plus de l'argent dans la culture, qui se sont mises ensemble pour décider du concept ICC. Du coup, on gagnerait à forcément s'aligner, comme on le dit, à rentrer dans les rangs. Et là où toute la problématique va se poser, c'est d'abord depuis le début de notre inspiration. Parce que l'artiste, lui, dès que la muse le chevauche, il a envie de créer et de montrer à la face du monde. Du coup, il a du mal à se dissocier de sa passion. Il reste accolé à sa passion sans pour autant se poser des questions élémentaires basiques. Est-ce que je règle un problème? Si oui, à qui est-ce que ce problème-là se pose? Si ces personnes sont nombreuses, à quelle fréquence est-ce que ce problème se pose pour que la solution que moi j'apporte soit une solution désirée, voulue, pérenne et que ces populations-là, ces personnes à qui ce problème-là se pose, soient prêtes à consommer ce produit ou cette solution moyennant un retour sur investissement. Je réexplique beaucoup plus terre à terre. Nous avons l'habitude de faire des spectacles de théâtre. Je suis beaucoup plus dans le théâtre où on va dans un lieu reculé, dans nos communautés, où on leur propose des spectacles de théâtre qu'on a montés complètement dans les grandes villas, à Cotonou, à Porto-Novo ou à Bourg-Calavi. Les gens ont envie de sortir, de venir suivre quelque chose de différent. D'où notre présence dans leur communauté. Mais ne sont pas prêts pour payer le prix qu'il faut. Or, pour monter un seul spectacle, on sait tout ce qui tourne autour de ça. Et si je viens dans la communauté et que je joue mon spectacle et que je n'ai que 5 personnes, est-ce que je pourrais rentabiliser? Ou j'ai 100 personnes ou 1000 personnes qui ne sont pas prêtes à débourser un seul franc. Ces personnes sont là juste pour consommer le produit que je propose. D'où l'importance d'aller d'abord à la rencontre de ces populations pour leur demander ce qu'elles auraient voulu comme produit artistique. C'est fastidieux, il faut le reconnaître. Et maintenant, est-ce que ces populations sont prêtes à payer le prix qu'il faut? Et c'est en fonction de ça que moi, je calibre maintenant ma proposition culturelle que j'amène vers ces populations. Donc, selon chaque cible, dans notre jargon de business, on appelle ça des segments clients. Selon chaque type de segment client, j'apporte une proposition bien précise. Et quand je prends l'ensemble de mon segment client, que je mets cette globalité-là dans ma proposition, c'est là qu'on va faire appel à la notion qu'on appelle la proposition de valeur. Je ne vends plus un produit ni un service, mais je vends une proposition de valeur, une satisfaction morale. Parce que dans les ICC, on ne vend pas que le produit, on vend de l'émotion. On vend des sentiments. On vend cette capacité de la population de notre segment à s'identifier à ce que nous proposons. Et si nous faisons autre chose qui est tout cuit, parce que nous voulons répondre à d'autres standards que nous allons ramener et imposer à notre population, est-ce que cette population sera prête à consommer ce produit et à payer pour que moi je rentabilise tout ce que j'ai injecté dedans et que je puisse continuer par vivre?
si vous faites bien attention, quand on prend des subventions, on fait des projets traditionnels, notre population, on les appelle population cible. Mais quand on est dans les ICC, on appelle ça comment? Segment client. Et qui parle de client, parle d'échange de bons procédés. Je vous offre un produit ou un service culturel. Et en retour, vous me payez de quoi répartir dans toutes les charges que j'ai dépensées et d'avoir un revenu plus ou moins stable lié à cette activité culturelle-là. C'est là la différence. Chaque fois, je souris à cette problématique-là parce que c'est désormais le quotidien de l'artiste. Est-ce que je dois faire pour exister, pour montrer que je suis toujours en train de pratiquer mon art et continuer d'avoir la poche vide et de rouler sous des dettes? On a l'habitude de dire, quand ta passion ne te nourrit pas, tu deviens phagocyte pour la société. Ta passion doit être capable de te nourrir. Sinon, va chercher de l'argent dans un autre domaine et viens t'imposer dans ta passion. Basique. Maintenant, nous qui n'avons pas les moyens d'aller chercher d'autres ressources ailleurs pour venir s'imposer dans la passion, que doit-on faire pour que la passion nous nourrisse? C'est de commencer à réfléchir autrement parce que nous avons désormais le dos au mur. Et quand on a le dos au mur, on réfléchit beaucoup plus rapidement. Quel est le domaine dans lequel? Est-ce que le domaine dans lequel j'évolue, est-ce que ce domaine est toujours porteur? Quelles sont les différentes actualisations, les différentes mises à jour dont j'ai besoin pour me hisser sur la concurrence? Parce que je ne suis sûrement pas le seul à exercer ce métier artistique-là. Et de jour en jour, le numérique s'impose. De jour en jour, le digital s'impose. Quelles sont les nouvelles formules qui sont exploitées par d'autres personnes? Par mes pairs ou par d'autres personnes dans d'autres domaines complètement que moi, je peux essayer d'implémenter dans mon domaine. Quelles sont les activités connexes liées à l'exécution de mon projet culturel que je peux mettre en branle et auquel je n'avais pas du tout pensé? Voilà autant de questionnements qu'on a besoin d'inviter dans notre brainstorming actuel. Parce que la plupart du temps, on dit je suis un artiste visuel, donc je veux faire mon tableau, je veux faire ma sculpture. J'y vais, je vois un bois, je vois une essence de bois, je prends, je tailladis dedans, je fais une sculpture bien jolie et tout, et tout, et tout. Mais est-ce que j'ai réfléchi à la durabilité de cette essence de bois-là, de cette qualité de bois-là? Est-ce que j'ai produit un traitement adéquat à ce bois pour que ça reste dans le temps, de sorte à ce que l'acquéreur qui achète mon œuvre puisse en jouir de manière quand même assez prolongée? Non, moi je me suis jeté juste sur l'essence de bois parce que la muse m'a donné une idée que j'ai voulu matérialiser. Donc, autant de questions qu'on doit commencer par se poser pour apprendre à se détacher de la passion. Parce que la passion, comme on le dit, ça embrase. Donc, de faire très attention et d'avoir la tête sur les épaules et les pieds à terre. Ce n'est pas facile. Le créatif, dès qu'il a l'idée, il se jette là-dessus. Mais il faut qu'on commence par réfléchir autrement. Si je prends un festival, que j'invite juste les artistes sur scène, le premier canal de revenus, c'est la billetterie. Mais parce que peut-être je n'ai pas eu de subvention, la billetterie, son point ne pourra pas suffire à couvrir les charges. Est-ce que mon festival est peut-être sur 2 ou 3 jours? Ai-je pensé à construire des stands pour que d'autres personnes viennent louer et vendre leurs produits? Et moi, j'engrange quelques petits sous de ce côté. Est-ce que j'ai pensé à faire ce que nous appelons le merchandising, c'est-à-dire à faire des petits gadgets, des goodies, des étrennes, à l'effigie de mon événement et de vendre un peu plus que le prix habituel parce que c'est ça qu'on appelle le soutien à l'événement? Est-ce que j'ai pensé à ça? Est-ce que lors de mon événement, j'ai pensé par exemple à faire ce que nous appelons des pré-bords de scène, c'est-à-dire permettre à une certaine classe de la population
de discuter avec des artistes qu'on suppose inaccessibles, moyennant un petit fonds. Donc, autant de canaux auxquels on n'avait pas l'habitude de réfléchir et on se concentrait uniquement sur la billetterie parce que derrière, on avait une subvention à fond perdu qu'on n'était pas obligé de rentabiliser, de rembourser. Mais maintenant, les données ont changé. Mais je dis et je le répète, ça sera progressif. Parce que moi-même, de ma position de business coach, je continue d'écrire des projets pour prendre des subventions et je continue de fignoler des projets entrepreneuriaux pour avoir des investissements. Donc, ce n'est pas facile, mais ça nous interpelle à réfléchir autrement, à multiplier les canaux de recettes. C'est ça en réalité le secret. Multiplier les canaux de recettes, ne pas se focuser uniquement sur un seul canal qui est le canal principal pour avoir de l'argent sur un événement culturel. Je veux faire celui qui a changé de paradigme, celui qui a changé de manteau. Je vais dire, oui, que ça peut être rentabilisé tout de go. Mais ayant les pieds des deux côtés, je dirais que ça pourrait être rentabilisé, mais comme toujours, progressivement. Parce que du point de vue sociologique, on a pris l'habitude de fonctionner dans un modèle économique qui est basé sur des subsides, sur des subventions. Et quand les ICC s'imposent à nous, c'est à nous maintenant de chercher à savoir, d'aller au contact de ce concept ICC-là, de chercher à acquérir les outils nécessaires pour voir dans son ensemble notre proposition culturelle. J'ai bien le dit avec les apprenants, de revoir notre projet culturel maintenant dans un angle comme un entonnoir. De regarder par le petit bout de l'entonnoir et au fur et à mesure, la vision s'élargit. Ça ne sera pas facile, mais c'est possible. Parce que c'est aussi une question de réseautage, de carnet d'adresses. Qui est-ce que tu connais ou qui est-ce que tu connais qui connaît quelqu'un? Sinon, tu as beau avoir le talent, les gens seront prêts à regarder ou à consommer ton produit culturel, mais ne seront pas prêts à payer pour. Et c'est là toute la problématique que nous avons ici au Bénin. Donc, pour parler de rentabilité de nos produits, de nos offres culturelles, c'est possible, mais avec un accompagnement, avec un assainissement de ce secteur-là, d'abord avec un accompagnement beaucoup plus étatique, une volonté étatique plus accrue que ce qui est en train d'être fait, parce qu'il ne faut pas cracher dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, mais on en demande davantage, assainir et accompagner davantage. Et de ce fait, la mentalité va changer à la base dans la tête de nos publics, de nos consommateurs finaux. Parce que, il y a une chose, on ne fait pas nos produits culturels rien que pour nous. Mais c'est pour des populations données. Et tant qu'on ne va pas considérer l'offre culturelle comme étant un catalyseur qui est venu régler un problème et qu'on veut juste rester dans le caractère esthète, rester toujours sur le côté visuel, l'aspect beau de la chose, ça ne va pas être rentable. C'est pourquoi, à l'entame, j'avais demandé à ce qu'on aille au contact de cette population. Quel type d'offre culturelle vous irez? Et est-ce que vous êtes prêt à payer pour? Si ce n'est pas le cas, on change de fusil d'épaule. Mais ne pas foncer la tête dans le mur en disant « je ne sais que faire ça et je le fais bien ». Forcément, un jour ou l'autre, ça va marcher. C'est ce que nous disons, et la plupart du temps, quand il y a les artistes ont des problèmes de santé, on commence par demander des SOS. Parce qu'on n'a pas pris le temps de structurer et d'anticiper sur ce que cela pourrait donner. On a pris tout le temps de fonctionner sur des subventions. Et quand la subvention ne vient pas, l'événement n'a pas lieu. Ou, si on veut tenir, on va vendre des choses, des biens mobiliers ou immobiliers, pour pouvoir tenir le festival, pour pouvoir tenir l'événement, pour pouvoir faire l'exposition, le vernissage.
mais pas dans la durée, pas dans le temps. Et après, on a toujours les poches vides. Donc, moi, je dirais que c'est possible que la culture soit rentable au Bénin, mais ça sera progressif et avec tout autour l'assainissement de ce secteur-là. Qui est qui fait quoi, et un accompagnement vraiment, vraiment conséquent de la part de l'appareil étatique. La réflexion va se poser du point de vue de mise à jour. Du point de vue de mise à jour. Avant, on faisait des spectacles de théâtre, on ne savait pas qu'on pouvait mettre ça sur de petits canaux comme les réseaux sociaux. Okay? On faisait de longs spectacles de théâtre que les gens venaient suivre dans des endroits, dans des espaces. Mais de plus en plus, le digital s'étant imposé à nous, on a commencé par faire des shorts, de petits gags, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une manière aussi de s'adapter à l'ère de son temps. Mais là où le piège se situe pour le créatif, si je prends mon manteau d'auteur, si je dois réfléchir d'abord à la rentabilité avant d'écrire, c'est que je ne crierai presque pas. À moins que ce soit une commande. C'est de trouver la formule d'arrimer sa création maintenant aux exigences économiques. Parce que moi, j'ai eu des éditeurs, par exemple, à qui j'ai remis des manuscrits, qui m'ont dit c'est très joli, c'est percutant, c'est émotionnel, ainsi de suite. Mais du point de vue économique, c'est pas vendable. J'en ai rencontré. Du coup, ça fait que j'ai dans les tiroirs beaucoup de manuscrits qui ne sont pas sortis parce que l'éditeur estime que ce n'est pas rentable pour lui économiquement, ce n'est pas vendable. Si je dois me tenir à ça, je pense que je n'écrirai plus. Et si je suis comédien, que je veux mettre en scène un spectacle et que je dois réfléchir d'abord à la rentabilité, ça va être compliqué pour moi de me laisser aller et de faire parler mon génie. La subtilité réside dans le fait de l'après-création, de l'après-créativité. Comment maintenant chercher à rentabiliser? Comment chercher maintenant à trouver d'autres activités connexes qui vont tourner autour de ce produit principal-là qu'est ma création pour la rendre rentable. Mais penser uniquement à la rentabilité avant de créer, c'est un piège. Il faut en tenir compte. C'est inéluctable. Il faut en tenir compte pendant la création, mais que ce ne soit pas le moteur de la création. À moins que ce ne soit une commande avec des TDR, avec une thématique bien précise. Là, je crée pour un objectif bien précis. Mais si c'est que je réponds à ma muse, je réponds à ma créativité, je pense qu'il faut créer d'abord. Et après, il faut maintenant penser à comment rentabiliser. C'est très important, sinon l'aspect créatif va complètement se noyer, on va rentrer dans une industrie qui sera un peu robotisée, on prend telle matière première, on ajoute tel accessoire, le produit fini sort, on vend à tel prix, on a notre marge bénéficiaire et on continue. Non, la créativité, c'est pas ça. La créativité, c'est la liberté, c'est l'émotion, c'est le sentiment. Et je reviens là-dessus, on ne vend pas que du produit ou que du service, on vend des expériences immersives, on vend du vécu, on vend de l'intégration, on vend de l'identification de la cible vis-à-vis de notre produit. Et ça, c'est difficilement monnayable. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet épisode. Merci infiniment à Monsieur Serge Daoui et à vous, chers amis fidèles, d'avoir été avec nous. Comme toujours, restez connectés car Conseil du mercredi revient très bientôt avec un nouvel invité et de nouvelles discussions. Conseil du mercredi, c'est pour vous.